Merci à tous d'être là. Merci à Moustapha, de venir nous présenter un peu ses réflexions, ses travaux autour de cette question qui concerne peut-être pas tous les mondes du travail aujourd'hui, mais qui est probablement destinée à arriver dans beaucoup de nos situations de vie quotidienne et de travail. Avant de donner la parole à Moustapha, je donne la parole à Michel Dom, qui dirige un certain nombre de structures de recherche sur le site, et où ces questions-là sont importantes. Donc il va dire deux mots d'introduction. Si tu veux, je lancerai la... Très bien, merci. Donc, juste effectivement, en guise d'introduction à la conférence de Moustapha, juste dire deux mots pour expliquer que sur Clermont-Ferrand, effectivement, l'utilisation, l'usage de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de relativement important. Alors ça renvoie, alors vous avez dû en entendre parler, c'est le projet CAP25, le projet ICIT, Clermontois, qui est structuré en différents centres de recherche. Je dirige le centre de recherche sur les systèmes innovants pour la production et les transports. Et dans ce cadre-là, il y a un laboratoire commun qui a été monté avec la manufacture Michelin, qui s'appelle Factolab, où effectivement on travaille sur, je dirais, l'usine du futur, les procédés de fabrication qui vont être mis en place d'ici quelques années, à l'horizon de 5 à 10 ans. Et effectivement, il y a un petit film qui illustre ça. Alors, je vais laisser Fabien lancer, et peut-être que couper le son du film, je vais juste le commenter. Voilà. Donc, bon, on est à la Doue, et voilà, en fin de compte, de façon très imagée, une usine du futur telle que c'est envisagé, avec une personne qui va surveiller plusieurs sites de production de pneumatiques. Alors bien entendu, dedans, on retrouve des sujets de transitique, le fait de déplacer des marchandises, des produits semi-finis ou finis, de la robotique, et on voit ici des manipulations, et entre autres la manipulation de bobines, avec des opérations qui, pour l'instant, pour la partie, je dirais, réaliste, sont faites par des opérateurs humains. Et là, donc, le travail qui est fait en Factolab, c'est essayer d'utiliser les techniques nouvelles de robotique, d'usage de capteurs, pour venir faire, je dirais, de manière automatique ces opérations qui sont relativement complexes. Et derrière, il y a effectivement tout un côté qui est une réflexion sur l'ergonomie, l'usage de, entre autres, la réalité augmentée ou l'intelligence artificielle pour essayer de surveiller, de reprendre très rapidement et de répondre à différents défauts par rapport à cette machine. Et vous avez une illustration donc, ici à travers donc, une preuve de concept de type d'outil que l'on peut utiliser, avec ici donc, une illustration de réalité augmentée qui va indiquer à la personne là où se trouve le défaut. Donc ça, c'est simplement pour montrer tout ce côté, je dirais, reconception d'un système de production de pneumatiques et repenser globalement l'ergonomie d'un tel système. Et dans ce cadre-là, donc l'intelligence artificielle a vraiment sa place. Donc je vais arrêter là, et je pense qu'on va laisser Moustapha nous présenter effectivement l'activité qui est menée sur ce sujet à Orange. Merci beaucoup. C'est ça. C'est bon. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Fabien, Géraldine, de m'avoir invité à donner cette conférence, au cours de laquelle donc, je vais parler bien d'intelligence artificielle. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous présenter des réflexions autour de quelques enjeux et de quelques questions
que soulève donc l'intelligence artificielle d'un point de vue, on va dire, ergonomique, puisque je suis ergonome. Et ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler, disons, donc, des enjeux et des questions qui se posent concernant eh bien, la manière dont les activités humaines vont se transformer, vont évoluer avec le déploiement et avec les usages des systèmes à base d'intelligence artificielle. Alors, je vais commencer d'abord par vous donner quelques éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de l'IA? Alors tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un très fort regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle. J'y reviendrai, l'intelligence artificielle, elle existe depuis longtemps. Hein, j'anticipe un petit peu ce que je dirais tout à l'heure, à savoir que l'IA existe depuis les années 50. Bon, c'est le constat qu'on peut faire, donc il y a un très fort regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle. C'est devenu un sujet très médiatisé, source d'inquiétude, d'intérêt politique, d'intérêt également économique. Alors d'intérêt politique, ceci renvoie par exemple au développement de stratégies nationales autour de l'IA. De plus en plus de pays se dotent de stratégies nationales concernant l'intelligence artificielle. Alors peut-être que vous avez entendu parler du rapport de Cédric Villani pour ce qui concerne la France sur l'IA. Il y a eu également ce type de rapport dans d'autres pays, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc c'est devenu un sujet aujourd'hui éminemment politique et important. Alors, une première façon de définir l'IA, et je reviendrai là-dessus, c'est de dire qu'il s'agit d'un ensemble de technologies, pour l'instant je ne dis pas quel type de technologie, utilisées pour la conception d'une diversité croissante d'applications, de services ou de produits. Vous avez sans doute entendu parler du véhicule autonome. Le véhicule autonome comporte des technologies d'intelligence artificielle, les systèmes de reconnaissance faciale que vous avez peut-être déjà utilisés, les assistants vocaux comme Siri, Amazon Echo, Google Home, etc., les chatbots. Vous avez sans doute déjà interagi avec des chatbots qui intègrent de l'intelligence artificielle, des systèmes de recommandation que vous pouvez retrouver un peu partout maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et bien entendu, les robots. Ça a été évoqué en introduction, en particulier par exemple la robotique collaborative. Et un autre constat important, c'est qu'il y a un nombre croissant de secteurs professionnels concernés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a véritablement une diffusion importante de cette technologie, si vous voulez, dans de plus en plus de secteurs, le secteur du transport, l'industrie, la médecine, le secteur légal, le secteur militaire, le tertiaire, la relation client, les ressources humaines, le tourisme, la logistique, le journalisme, la finance, etc. Bon, ça constitue, disons, comme on le verra progressivement, des sources de transformation importantes de ces secteurs et des activités de travail. Et pas que, bien entendu, puisque ça concerne aussi des activités non professionnelles, comme on le verra à travers un exemple plus précis. Donc voici quelques images on va dire d'application, de domaine d'application d'intelligence artificielle dans le domaine de la robotique, ou plus précisément ce qu'on appelle la robotique collaborative, dans le domaine médical, par exemple, dans le domaine de la radiologie, dans le domaine du transport avec les véhicules autonomes, dans le domaine également juridique, les assistants vocaux, comme je l'ai dit, pour le développement aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la robotique sociale, c'est-à-dire des robots qui ne seraient plus seulement utilisés dans des contextes de travail, dans l'industrie, mais également dans la vie quotidienne, à la maison, dans le cadre de la relation de service,
de façon générale dans des espaces publics. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler, si vous voulez, de l'IA? C'est notamment parce que, à partir des années, on va dire, 2014 et jusqu'à récemment, on a constaté que les systèmes d'IA devenaient de plus en plus performants. Donc on observe en fait une très nette amélioration des performances des systèmes d'IA, notamment basés sur l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique, le machine learning, dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine de la classification d'images, comme vous pouvez le voir sur la figure, qui est en haut à gauche, qui montre des résultats qui concernent le domaine de la classification d'images, eh bien, on voit qu'il y a une très nette amélioration à partir, on va dire, de 2014. Et 2015, c'est encore mieux. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est une diminution assez drastique des taux d'erreur de classification d'images. Ici, la classification d'images correspond à la reconnaissance, on va dire, d'objets ou d'animaux sur des photos, par exemple. Et donc, vous voyez, il y a une réduction vraiment très, très importante du taux d'erreur. Et ça, c'est entre autres dû à l'utilisation de techniques d'apprentissage machine particulières, comme le deep learning, l'apprentissage profond, j'y reviendrai, qui permet d'obtenir ce type de résultat grâce à deux choses en particulier: la disponibilité d'une importante puissance de calcul et le fait de disposer de beaucoup de données d'apprentissage. D'accord? Parce que les techniques d'apprentissage machine nécessitent énormément de données pour, disons, être performantes. Je reviendrai sur ce point, car il est très important. Par ailleurs, ce qui a été aussi constaté, c'est que dans tout un tas de domaines, eh bien, ces systèmes permettent d'avoir des performances qui sont meilleures que celles des humains. Par exemple, dans le domaine de la médecine, avec l'identification de lésions, par exemple, cancéreuses sur la peau. Il y a tout un tas d'autres exemples qui montrent exactement le même résultat, à savoir que ces systèmes permettent d'avoir des performances meilleures que celles des êtres humains. D'accord? Ce qui va poser tout un tas de questions. On le voit aussi dans le domaine du jeu, avec le système AlphaGo de la filiale de Google, DeepMind, qui avait donc développé un système donc capable de jouer au jeu de Go et qui a battu pour la première fois Lee Sedol, le champion du monde de jeu de Go de l'époque. Ce qui était une nouvelle assez incroyable. Et plus récemment, vous avez alors un système toujours développé par la même société filiale de Google, DeepMind, qui a développé un système capable de prédire des structures de protéines. Donc, bon, là, c'est quelques exemples, mais vous en avez, je dirais, quasiment tous les mois, peut-être même un peu plus. Donc, vous voyez, ça va amener tout un tas de questions. Alors, ces performances sont vues ou présentées comme prometteuses, par exemple dans le domaine de l'industrie, en termes de gains économiques, mais pas que l'industrie, bien entendu, dans tout un tas de secteurs économiques. On imagine aussi que ces systèmes à base d'IA pourraient améliorer la vie quotidienne et la santé, avec par exemple de meilleurs diagnostics et de traitement des maladies. Pour lutter contre les épidémies, on est en plein dedans. Aussi, il y a l'idée qu'on pourrait utiliser ce type de système pour améliorer la santé au travail, par exemple en réduisant la pénibilité au travail. Il y a aussi l'idée de pouvoir développer des systèmes d'IA qui vont servir à utiliser de façon plus optimale des ressources naturelles. Donc, vous voyez, il y a tout un tas, de promesses
autour donc de l'intelligence artificielle, mais qui soulève aussi de nombreuses inquiétudes. J'ai déjà commencé à en évoquer quelques-unes. Alors, une première crainte, inquiétude qui a été soulevée alors, dès 2013, elle concerne les conséquences du déploiement des systèmes à base d'IA sur l'emploi. Et en particulier, il y a le constat que, à partir du moment où on va avoir des systèmes d'IA capables de prendre, de réaliser tout un tas de tâches réalisées par les humains, c'est-à-dire c'est l'automatisation. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une destruction donc, massive des emplois? Et ceci vient notamment d'une étude qui avait été réalisée par deux chercheurs de l'université d'Oxford, Frey et Osborne, et qui s'étaient intéressés à la probabilité d'automatiser les métiers, notamment aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interviewé des spécialistes de l'IA, et en particulier de l'IA apprenante. Et ils sont arrivés au constat suivant, à savoir qu'aux États-Unis, eh bien, 47% des emplois ont une forte probabilité d'être entièrement automatisés. D'accord? Ce qui est problématique, hein, évidemment, c'est la moitié quand même des emplois. Vous imaginez, hein, donc si on a une automatisation de 50% des emplois, bon, bah, ça pose des questions, hein, bien évidemment, en termes de chômage, etc. Et ça a suscité de très très nombreux débats, et puis ça a évidemment suscité tout un tas d'inquiétudes, et même les politiques se sont emparés de cette question. Alors dans le même ordre d'idées, et là c'est un petit peu plus récent, il y a même des projections qui imaginent que d'ici 2076, quasiment toutes les tâches humaines pourraient être entièrement automatisées. Là aussi, c'est inquiétant quand on regarde les choses comme ça, si vous voulez. Alors, avec différentes étapes, ça correspond, si vous voulez, à ce qu'on appelle la singularité. Alors, c'est un terme qui a été notamment développé par Ray Kurzweil, un informaticien qui est chez Google. Alors, la singularité, c'est quoi? En fait, c'est le moment où eh bien, les performances des machines excéderaient les performances des humains. D'accord? Et en fait, les machines, à ce moment-là, vont devenir capables de réaliser n'importe quelle tâche qui était jusqu'à présent réalisée par nous. Donc là aussi, c'est une source d'inquiétude. Alors, pour tempérer un petit peu ce type de projection, parce que ça reste quand même des projections, ça reste des spéculations, ça c'est un point important quand même à retenir. Il y a une autre étude qui a été réalisée en 2016 par des chercheurs de l'OCDE et qui ont montré que, en réalité, alors là, ils ont fait l'étude sur plusieurs pays, en réalité, le taux d'automatisation des métiers est beaucoup plus faible que ce qu'avait trouvé Frey et Osborne. En fait, ce qu'ils ont trouvé dans leurs analyses, si vous voulez, c'est que 10% seulement des métiers avaient le risque d'être entièrement automatisés. Alors, ils ont obtenu ce résultat parce qu'ils sont partis de l'hypothèse que l'automatisation ne va pas être une automatisation totale des métiers. C'est-à-dire que, en gros, ce qui va être dominant en termes de transformation, d'automatisation, c'est plutôt de l'automatisation partielle. D'accord? C'est pour ça qu'ils arrivent à ce résultat. C'est-à-dire que pour tout un tas de métiers, en réalité, il n'y a que certaines tâches qui risquent fort d'être automatisées ou qui sont automatisables, mais pas la totalité ou l'ensemble des métiers du point de vue de toutes les tâches qui les composent. Donc bon, voilà, ça tempère un petit peu les
des études qui projettent plutôt des transformations, on va dire, radicales de ce point de vue-là, et qui ne tiennent pas compte de la diversité à la fois des métiers, du fait qu'effectivement, il y a des métiers qui ne sont pas entièrement automatisables, etc. Alors, il y a également d'autres études qui montrent que l'intelligence artificielle, mais pas que, il y a aussi la robotique, eh bien, ça va éventuellement générer de nouveaux emplois. Alors ça, c'est une étude qui avait été réalisée au Royaume-Uni. Donc on voit que, par exemple, que l'automatisation, l'intelligence artificielle, la robotique, pourrait créer à peu près 2 500 000 emplois autour de 2030. Mais quand on compare ce chiffre avec le nombre d'emplois qui risqueraient d'être perdus, eh bien, si vous faites la différence, eh bien, il y a quand même 19% de pertes, si vous voulez. Et là aussi, c'est une projection. C'est une hypothèse. Et aujourd'hui, personne n'est en capacité de dire que c'est ce qui va se passer dans un futur plus ou moins lointain. Donc ça reste un objet de débat. Un objet de débat entre économistes, politiques, etc. Alors par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que parmi les autres transformations qui sont générées par le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est le développement de ce qu'on appelle, par exemple, le micro-travail. Le micro-travail, c'est quoi? C'est la préparation, par exemple, la vérification des données. Je vous ai dit que le système d'IA à base d'apprentissage repose beaucoup sur des données, et c'est vraiment le nerf de la guerre de l'IA apprenante. Il faut des données, et les données, il faut les préparer, il faut les vérifier, etc. etc. Et on voit aujourd'hui justement ce type d'activité qui se développe beaucoup avec, comme le montrent certains auteurs, avec des risques de précarisation du travail. Ça fait partie des conséquences non négligeables du déploiement des usages de systèmes à base d'IA. Par ailleurs, toujours pour tempérer un petit peu les discours prophétistes sur l'automatisation, il y a des études qui montrent qu'il y a aujourd'hui une augmentation des métiers peu automatisables en raison des usages du numérique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde un peu la dynamique finalement des emplois, des métiers, du travail, eh bien, il y a des métiers qui ne vont pas, disons, subir cette automatisation du fait de l'utilisation de l'IA. Donc ça change, disons, la perspective qu'on peut avoir sur cette automatisation généralisée qui est attendue par rapport au déploiement de l'intelligence artificielle. Donc, de ce point de vue-là, la conséquence dominante qui est attendue, c'est plutôt une transformation, une reconfiguration des métiers. Bien évidemment, il y aura des métiers qui seront entièrement automatisés, mais de façon générale, ce qui est plutôt attendu, ce qui me paraît le plus réaliste, c'est le fait que progressivement, on va aller vers une transformation, une reconfiguration des métiers. C'est ce qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, par rapport à ce qui était, ou ce qui est supposé dans les études un peu, on va dire, qui prévoient donc un monde dans lequel il y aurait une automatisation totale, eh bien, dans ce cadre-là, si vous voulez, ce qui va être important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accompagner cette transformation et cette reconfiguration des métiers, et j'y reviendrai. Alors par ailleurs, cette question de l'automatisation et ses conséquences sur l'emploi et le travail, c'est une question qui n'est pas du tout nouvelle. Elle se pose depuis au moins les années 40, précédée d'ailleurs par la mécanisation, qui a commencé avec la révolution industrielle. Alors
en réalité de nombreuses questions qui ne sont pas nouvelles par rapport à, disons, aux questions que soulève aujourd'hui l'intelligence artificielle. Enfin, il y a un point qui est très, très important par rapport, disons, à l'emploi et au travail, c'est que l'automatisation n'est pas qu'une question de technologie, mais aussi de choix politiques, économiques et d'organisation du travail. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui est, disons, relativement peu pris en compte. On est souvent, en fait, dans une perspective de type techno-déterministe. Hein, c'est-à-dire qu'on pense surtout en termes technologiques et on pense un petit peu moins d'un point de vue, par exemple, organisationnel. Parce que une technologie, quand en tout cas elle est déployée dans une situation de travail, eh bien, elle pose aussi des questions d'organisation du travail. Et les conséquences d'une technologie sont également liées à l'organisation du travail qu'on met en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, en tout cas, dans les réflexions sur l'intelligence artificielle. Je reviendrai sur ce point également. Alors, un autre point important, eh bien, c'est les préoccupations éthiques. Hein. Alors ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, dans la mesure où, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que les systèmes d'IA, dans leur fonctionnement, comportent un certain nombre de biais qui peuvent entraîner des risques de discrimination sociale. Il peut y avoir également des usages malveillants d'intelligence artificielle. Alors, pour ce qui concerne les biais et les risques de discrimination sociale, je vous donne ici un exemple concernant la reconnaissance faciale. Ce qui a été montré, par exemple, c'est que certains systèmes de reconnaissance faciale eh bien, donnaient de meilleures performances, par exemple en fonction de la couleur de la peau, ou en fonction du sexe de la personne. Et ça, c'est notamment et entre autres lié aux données d'apprentissage qui sont utilisées. Donc, il y a tout un tas d'exemples comme ça qui montrent cela, qui montrent donc les risques de biais, les risques de discrimination sociale qui peuvent être générés par des systèmes à base d'intelligence artificielle. Il y a également des interrogations sur l'altération de l'autonomie, la déshumanisation, voire même la dégénérescence cognitive, à partir du moment où effectivement on automatise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque eh bien, de réduction de l'autonomie humaine à partir du moment où vous avez des systèmes qui prennent des décisions? Alors ça rejoint par exemple une critique d'Éric Sadin, un philosophe qui a écrit un livre relativement récent sur l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit, Éric Sadin? Il nous dit désormais une technologie IA revêt un pouvoir injonctif entraînant l'éradication progressive des principes juridico-politiques qui nous font soit le libre exercice de notre faculté de jugement et d'action. Donc ça revient, si vous voulez, à dire en gros que le fait d'avoir des systèmes d'IA qui prennent des décisions à notre place, eh bien ça va altérer notre autonomie. Il y a même également des auteurs qui voient dans l'intelligence artificielle une menace pour l'humanité. Par exemple, c'est ce qui a été dit par Stephen Hawking, un physicien anglais qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et Elon Musk. Vous avez par exemple Nick Bostrom, un philosophe qui travaille à l'université d'Oxford et qui réfléchit beaucoup à l'intelligence artificielle. Il nous dit que, en parlant d'intelligence artificielle, nous sommes comme des enfants qui jouent avec une bombe, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est quand même assez fort. Alors son point, c'est de dire que le risque, si vous voulez, si vous voulez, les réflexions portent sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourrait menacer l'humanité. Et il y a beaucoup de chercheurs qui réfléchissent sur cette question. Bon, mais tout cela reste quand même spéculatif. C'est vraiment de la spéculation. Donc, bon,
faut être prudent par rapport à ces points-là. Alors, ces préoccupations éthiques sont prises au sérieux par les politiques. Hein. C'est devenu une véritable question. Hein. Par exemple, il y a tout un tas de chartes, de réglementations, de lois qui sont actuellement développées pour encadrer le développement et les usages de l'IA. Donc il y a tout un tas d'entreprises qui se dotent de chartes, par exemple Microsoft, autour de plusieurs principes, comme l'équité, comme la fiabilité, comme la vie privée, le respect de la vie privée, l'inclusion, la transparence, la responsabilité. Il y a aussi Google qui s'est doté d'un certain nombre de principes éthiques censés régir la conception de systèmes à base d'intelligence artificielle. Il y a également en Europe, il y a aussi un certain nombre de principes qui ont été établis par des commissions européennes. Par exemple, vous avez ici les lignes directrices d'un groupe qui a travaillé justement sur l'IA dite digne de confiance, avec un ensemble de principes. Par exemple, le respect de l'autonomie humaine, j'ai parlé d'autonomie, la prévention des effets nuisibles, l'équité, l'explicabilité, je reviendrai là-dessus, le contrôle et la supervision humaine, robustesse technique et sécurité, respect de la vie privée, transparence. En gros, on retrouve à peu près les mêmes principes. Et c'est une préoccupation qui est devenue vraiment centrale aujourd'hui. Il y a des sociétés, des entreprises qui se dotent même de comités d'éthique pour justement encadrer le développement de systèmes à base d'intelligence artificielle. Alors, l'IA est là, clairement. Elle fera désormais partie de notre quotidien, ça c'est sûr, cela semble irrémédiable. Et de mon point de vue, clairement, c'est un sujet qui nous interpelle. Alors là, je me place en tant qu'ergonome, parce qu'on a affaire à des systèmes qui soulèvent des questions de conception, d'usage, d'interaction homme-machine, de transformation et d'organisation du travail, de conduite du changement, des questions qui sont au cœur de ce qui nous intéresse en ergonomie. Et on le verra, c'est un sujet qui n'est pas nouveau pour les ergonomes, celui de l'intelligence artificielle. Alors, à partir de là, les questions, en tout cas moi qui m'intéressent et qui me semblent importantes d'un point de vue ergonomique, c'est quelles peuvent être les conséquences du déploiement des systèmes à base d'IA sur les activités humaines, professionnelles ou non, et l'organisation du travail. Quelle place ces systèmes vont prendre dans les organisations, dans les activités humaines, comment les systèmes à base d'IA peuvent aider les humains, les soutenir dans leurs activités, quels sont les usages des systèmes à base d'IA existants, quelles questions est-ce que ça soulève en termes de relations, d'interaction homme-machine, quelles démarches de conception, de transformation, de déploiement de ces systèmes faut-il mettre en place? Et puis, est-ce que l'autonomie de l'humain est véritablement menacée par rapport, disons, aux risques qui sont envisagés? Voilà le type de questions qui m'intéressent et que je vais aborder en filigrane dans la suite de ma présentation. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne la suite de ma présentation, je vais dire quelques mots sur, finalement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle de façon un petit peu plus précise. Ensuite, je vous donnerai un exemple d'une étude sur, disons, les usages d'un système à base d'IA dans la vie quotidienne, et en particulier, il s'agira d'une étude qui porte sur les assistants vocaux. Puis j'aborderai la question de l'IA dans les situations de travail, puis donc je terminerai ma présentation par quelques conclusions. Alors, tout d'abord, quelques éléments de définition. Assez rapide. Comme je vous l'ai dit, l'IA n'est pas un champ, une discipline, une technologie, si vous voulez, qui est nouvelle. C'est un champ de recherche. Ça a d'abord commencé comme ça, qui est né dans les années 50, avec cette idée qu'il est possible de reproduire, de simuler l'intelligence humaine via des ordinateurs. C'est ça le point de départ de l'intelligence artificielle.
Sachant que cette définition de l'IA, et même le terme IA, a très vite posé question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une expression qui a véritablement un sens? Est-ce qu'une machine peut être intelligente? Et ça va même beaucoup plus loin, puisque ça pose la question de bien comment est-ce qu'on définit l'intelligence. Et cette question-là reste d'actualité. D'accord? Il y a des accords entre les spécialistes d'intelligence artificielle sur la manière de définir l'intelligence artificielle. Il y a des controverses autour de l'intelligence artificielle, y compris chez les spécialistes. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Il y a même, par exemple, Julien, un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui nous dit que l'IA n'existe pas. En tout cas, au sens où on la pense en termes de robots très intelligents qui fonctionneraient comme un humain, etc., etc. Depuis sa naissance, l'IA est constamment redéfinie. Alors, une définition approximative qu'on peut formuler, c'est qu'il s'agit d'une collection de techniques, de méthodes informatiques mathématiques qui permettent de concevoir des systèmes capables de résoudre certains types de problèmes ou de réaliser certains types de tâches, vision par ordinateur, traitement du langage naturel, traitement d'images ou de données, etc. Donc ça renvoie plutôt à cet ensemble de techniques. C'est vraiment une définition minimale approximative. Par ailleurs, un point qui me semble aussi important quand on parle d'IA, c'est le fait qu'il y a une tendance un peu abusive à utiliser le terme IA comme un substantif. On dit une IA, comme si ça renvoyait à une entité. Or, en fait, quand on regarde concrètement comment l'IA aujourd'hui est présente dans différents systèmes, différentes applications, eh bien, elle est présente sous différentes formes. Et on n'a pas affaire à des IA un peu comme on peut voir dans des films de science-fiction. D'accord, on est loin de cela, bien entendu. C'est vraiment une fausse idée de ce que c'est que l'IA dans la réalité de notre quotidien. Donc il n'existe pas une IA, mais une diversité de techniques d'IA utilisées dans différents systèmes. Vous avez de l'IA, par exemple, dans vos smartphones, quand vous utilisez de la reconnaissance faciale, vous avez de l'IA quand vous interagissez avec un chatbot, vous avez de l'IA dans des appareils photographiques qui permettent de retoucher par exemple des photos, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez une diversité en réalité d'applications de l'intelligence artificielle. Donc on est loin des robots qu'on peut voir encore une fois dans des films de science-fiction ou dans d'autres productions de ce type. Ça, c'est un point important. Un autre point qui me semble aussi important à avoir en tête quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu deux approches de l'intelligence artificielle. Il y a eu l'approche symbolique. Donc ça renvoie à l'intelligence artificielle symbolique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça renvoie à une manière de modéliser la connaissance, de modéliser les raisonnements en termes de symboles et en termes de règles. Comme par exemple ici, vous voyez, on a une modélisation du concept de pomme et vous voyez des prédicats qui modélise ce concept de pomme et qui est parfaitement compréhensible. Vous arrivez à lire, vous comprenez les mots, bien entendu. Et dans le cadre de l'IA symbolique, la modélisation des raisonnements, ça va être de la modélisation qui va être basée sur ce qu'on appelle des règles de production, des règles de type si alors. C'est comme ça que les raisonnements sont modélisés. Et puis, à droite, vous avez ce qu'on appelle l'IA connexionniste, et dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui repose sur une modélisation complètement différente. Là, il s'agit en particulier de l'IA connexionniste, qui renvoie à ce qu'on appelle les réseaux neuronaux artificiels, et qui s'appuie notamment sur une modélisation des concepts à travers des poids, des coefficients, et qui repose sur de l'apprentissage. D'accord? Dans le cadre de ce type de système, eh bien,
l'apprentissage consiste notamment en l'ajustement des poids et des coefficients, d'accord, pour faire en sorte que le système apprenne, par exemple, à reconnaître des objets sur des images. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le système, on va évidemment le programmer sous forme d'un certain nombre d'algorithmes d'apprentissage, et puis on va mettre au départ des poids qu'on va choisir, éventuellement des coefficients qu'on va choisir de façon aléatoire, et le système va s'auto-ajuster pour justement arriver à la tâche, à réaliser la tâche qu'on lui demande de réaliser. C'est ça le principe de base de l'apprentissage. Alors, si on parle aujourd'hui beaucoup de l'IA, c'est notamment parce que justement l'IA connexionniste est devenue beaucoup plus performante. Ce n'était pas le cas avant, dans les années 50, 60, etc. Aujourd'hui, et même encore plus récemment, aujourd'hui, donc cette IA connexionniste est devenue beaucoup plus performante, notamment à travers l'utilisation de l'apprentissage profond, le deep learning dont j'ai parlé. Alors c'est quoi le deep learning? C'est exactement des réseaux de neurones, si vous voulez, artificiels, mais qui vont reposer sur différentes couches de réseaux de neurones. D'accord? Ce qu'il faut vraiment retenir, en laissant de côté les détails techniques, qui ne sont pas fondamentaux, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'apprentissage profond, de façon vraiment schématique, renvoie donc à l'utilisation de différentes couches de réseaux de neurones, des couches qui vont être spécialisées, qui vont être spécialisées dans des tâches bien précises. Et cette IA connexionniste est aujourd'hui utilisée dans tout un tas de domaines, la vision par ordinateur, la classification d'images, le traitement automatique du langage naturel, etc. Et c'est ce qui permet d'avoir aujourd'hui de meilleures performances. Alors, toujours pour continuer, sur les quelques éléments de définition, on parle aujourd'hui d'IA restreinte. Narrow AI, c'est des systèmes spécialisés, monotâches, c'est des systèmes actuels, qui sont vraiment spécialisés dans une tâche particulière, par exemple dans la vision par ordinateur, dans le traitement du langage naturel, etc. Ce ne sont pas des systèmes capables de réaliser n'importe quelle tâche. Et pour ce qui concerne ces systèmes, on parle d'IA générale, des systèmes universels capables de réaliser n'importe quelle tâche cognitive. Ça, c'est une IA spéculative. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette IA spéculative. Elle n'existe pas encore, mais en tout cas, c'est une perspective. Par ailleurs, aussi, on distingue l'IA faible de l'IA forte. L'IA faible, c'est des systèmes qui manifestent des comportements qui sont apparemment intelligents, c'est les systèmes actuels, et l'IA forte, qui renvoie plutôt, là aussi c'est une IA spéculative, l'IA qui serait véritablement intelligente, douée d'une conscience d'elle-même. Encore une fois, tout ça, c'est de l'ordre du spéculatif. Alors un autre point également important, parce que jusqu'à présent, je vous ai dit, bon voilà, on a affaire à des systèmes qui sont de plus en plus performants. L'IA actuelle a quand même tout un tas de limites qui sont importantes à connaître. Tout d'abord, l'apprentissage des systèmes à base d'IA n'est pas autonome. Les systèmes à base d'IA aujourd'hui n'apprennent pas seuls. Ils ont besoin d'humains ne serait-ce que pour trouver et préparer les données. Je vous ai parlé de cette question des données, et en fait, elle est fondamentale, parce que l'apprentissage repose sur les données. Et les données, eh bien, il faut les fournir au système, il faut les trouver, il faut les préparer, il faut que la qualité des données soit bonne, etc. Donc les capacités des systèmes à base d'IA reposent beaucoup sur les données d'apprentissage, en particulier leur qualité, leur diversité. Par ailleurs, les performances des systèmes d'IA sont variables. Les systèmes d'IA ne sont pas toujours aussi performants qu'on peut le penser. Et comme on peut le voir dans l'exemple ici concernant un système de classification d'images, qui par exemple, ce qui est problématique d'un point de vue, on va dire, éthique, entre guillemets, vous avez ici un couple qui est classé comme gorille. Donc vous voyez, voilà, il peut y avoir des erreurs de ce type, des erreurs très problématiques. Par ailleurs, il y a aussi des confusions sur les incapacités ou les capacités des systèmes à base d'intelligence artificielle.
Souvent, on croit que ces systèmes d'IA sont capables de faire n'importe quoi, ce qui, encore une fois, n'est pas du tout le cas. Il y a une vision qui est parfois, comment dire, qui surestime beaucoup ce que les systèmes à base d'IA sont capables de faire. Et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité aujourd'hui. Les systèmes d'IA sont capables de faire beaucoup de choses de manière de plus en plus performante, mais bon, il y a quand même tout un tas de limites dont il faut prendre quand même connaissance. Alors, il y a quand même un problème important dont on reparle aujourd'hui, alors qui n'est pas du tout nouveau, c'est le problème de l'explicabilité. Et qui s'oppose en particulier avec les systèmes à base d'apprentissage profond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème d'explicabilité? Eh bien, c'est le fait que les modèles d'apprentissage qui se construisent à partir des techniques d'apprentissage profond, eh bien, constituent d'une certaine façon des boîtes noires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas capable en fait, de comprendre eh bien, le fonctionnement de ces modèles d'apprentissage, notamment lorsqu'ils produisent un résultat. Par exemple, vous avez ici donc une image d'un coq, et vous avez donc un Deep Neural Network, un réseau de neurones profonds, qui produit un résultat, et le résultat c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'animal qui est sur l'image, en l'occurrence un coq. Bon, eh bien, si vous essayez de comprendre comment est-ce que le système a fait précisément pour arriver au résultat, eh bien, c'est très difficile, voire aujourd'hui impossible, y compris pour les spécialistes de l'IA. D'accord? C'est vraiment très très compliqué. Pourquoi? Parce que ces systèmes d'IA manipulent des millions et des millions de paramètres. Et donc, c'est difficile en fait de savoir comment est-ce que le système a ajusté les différents paramètres dont je vous ai parlé, les poids, les coefficients, pour arriver à ce résultat. C'est ça le problème de l'explicabilité. C'est-à-dire, dans quelle mesure on peut expliquer ce qu'a fait un système lorsqu'il a produit tel ou tel résultat. Alors, évidemment, c'est problématique ça. C'est problématique parce qu'à partir du moment où vous déployez ce type de système dans tout un tas de situations de la vie quotidienne, y compris au travail, eh bien, vous pouvez, dans ce type de situation, avoir besoin de comprendre pourquoi tel ou tel système a produit tel ou tel résultat. Imaginons un exemple que vous avez complètement à gauche, dans le domaine médical. Imaginez que vous ayez un système, par exemple, capable d'analyser des clichés radiologiques. Okay? Imaginez que, par exemple, un médecin utilise un système d'IA capable de poser un diagnostic et que le système lui dise ah ben là, moi, je vois une lésion qui serait probablement une pneumonie. D'accord? Et pourtant, le médecin, lui, pour lui, bah, ce n'est pas du tout une pneumonie. Pour lui, bah, c'est peut-être plutôt une tumeur. Donc, vous voyez, là, il y a une divergence dans le diagnostic. Donc, dans ce cas-là, eh bien, le médecin pourrait avoir besoin d'explications. Pourquoi est-ce que le système pense que c'est plutôt une pneumonie et pas une tumeur? Alors, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent entre médecins. Parfois, les médecins peuvent être en désaccord. Ils peuvent avoir des diagnostics différents. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font, les médecins, dans ce cas-là? Eh bien, ils discutent entre eux. Chacun va, par exemple, dire ben moi, pour moi, c'est telle maladie parce que je vois tel type de symptômes ou je vois tel type de lésion, etc. Les médecins vont fournir des explications à leurs collègues. Donc, vous voyez, si on a un système qui est incapable de faire cela, c'est quand même très, très problématique. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de recherches aujourd'hui sur cette question de l'explicabilité. Comment est-ce qu'on peut expliquer les décisions des systèmes d'IA? Alors, comme je le disais, c'est un problème qui n'est pas nouveau en réalité.
dans la mesure où il a commencé avec eh bien, le développement des systèmes experts dans les années 70. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système expert? C'est un système qui est censé modéliser l'expertise d'un humain. Par exemple, un médecin. L'un des tout premiers systèmes experts qui a été développé dans les années 70, c'est Nissin, donc qui a été identifié pour aider des médecins, par exemple, à identifier les bactéries causant des infections graves, recommander des antibiotiques, recommander la posologie adaptée au poids corporel du patient, ou pour le diagnostic de maladies de la coagulation sanguine. Alors, qu'est-ce que c'est que donc un système expert? Voilà comment ça se présente. En gros, en termes de programmation, si vous voulez, c'est constitué d'un ensemble de règles. Si alors, c'est les règles de production dont j'ai parlé. Et ça produit un résultat. Alors, ce qui a été constaté quand ce type de système a commencé à être testé avec des médecins, c'est que eh bien, les médecins avaient besoin par moment d'explications. Hein, quand les systèmes, par exemple, eh bien, disaient qu'il y avait telle ou telle maladie à partir de tel ou tel symptôme, eh bien, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les médecins avaient besoin de savoir quel a été le raisonnement qui a conduit le système à poser tel ou tel diagnostic. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout une question qui est nouvelle. Et alors, il y a quand même une controverse autour des modèles boîte noire concernant l'explicabilité. Il y a certains chercheurs du domaine, spécialistes de l'IA, selon qui il faut arrêter d'utiliser ces modèles boîte noire parce qu'ils posent trop de problèmes, en particulier pour les domaines à risque. Les domaines, je ne sais pas, l'aviation, le nucléaire, etc. Parce qu'on n'est pas capable, finalement, comme on n'est pas capable de rendre compte du fonctionnement de ces systèmes, et on n'est pas capable de prouver qu'ils vont bien marcher, qu'ils vont bien faire ce qu'on a attendu, etc., eh bien, ce qu'elle préconise, hein, cette chercheuse, c'est d'arrêter d'utiliser les modèles boîte noire, parce que même s'ils sont très performants, ils posent de nombreux problèmes en termes de sécurité, par exemple. Alors, ce qu'elle préconise, c'est plutôt d'utiliser des modèles interprétables, c'est-à-dire des modèles d'apprentissage qu'on est capable d'expliquer, qu'on est capable d'interpréter. Il en existe, bien entendu, qui reposent sur d'autres techniques. Et puis, vous avez d'autres auteurs qui défendent d'une certaine façon les modèles d'apprentissage de type boîte noire. Alors, c'est par exemple donc, ce que je vous ai dit à propos du deep learning. Et donc, ce qu'elle nous dit, cette chercheuse, cette autre chercheuse, c'est que les algorithmes de type boîte noire peuvent être quand même utiles dans tout un tas d'autres domaines, par exemple en sciences et dans le domaine de l'ingénierie. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des controverses sur cette question de l'explicabilité. Et disons qu'elle n'est pas complètement tranchée. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il peut y avoir potentiellement un besoin d'explicabilité dès lors, ou d'explication, dès lors qu'on déploie dans ces systèmes dans tout un tas de situations de la vie quotidienne. Je vous ai donné l'exemple de la médecine. Ça, c'est vraiment un point qui est très important, de l'explicabilité. Voilà, alors maintenant je vais passer à un exemple un peu plus concret sur donc, les usages de l'intelligence artificielle, et en particulier, je vais vous parler des assistants vocaux. Alors, aujourd'hui, on retrouve un peu les assistants vocaux dans tout un tas de secteurs, dans tout un tas de dispositifs, sous différentes formes, des enceintes connectées comme Amazon Echo, Google Home, dans les voitures également, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant vocal? Un assistant vocal, c'est un système avec lequel vous pouvez interagir de manière vocale
formuler des commandes donc, vocales et, par exemple, disons, il vous permet de réaliser tout un tas de choses. Hein. Donc, par exemple, ici avec l'enceinte vocale Amazon Echo, vous pouvez, grâce à elle, mettre une alarme, vous pouvez rechercher des informations sur Internet, vous pouvez jouer la radio, lancer une musique, bref, contrôler des équipements, etc. etc. Donc vous pouvez le faire donc, via la parole. Alors, donc là, je vais vous présenter une étude qui a porté sur les usages de ce type de système. Hein. C'est une étude qui a été réalisée avec des collègues d'Orange. Et ce qui nous a intéressé, c'est d'étudier les usages selon différents axes. Il y a l'axe interaction. Comment est-ce que les utilisateurs interagissent avec ces objets, avec ces dispositifs, comment ils apprennent à interagir avec des assistants vocaux, quelles fonctions ils utilisent, dans quel contexte, pourquoi faire. Il y a un autre axe qui nous a intéressé, c'est l'appropriation, développement de transformation des pratiques, hein, dans quelle mesure ces systèmes transforment les pratiques, transforment les activités quotidiennes. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les usages à l'échelle collective et les conséquences sur l'organisation sociale, comment éventuellement ça transforme l'organisation sociale familiale, les relations entre les membres d'une famille, hein, dans un même foyer, la relation à l'objet, quel statut les utilisateurs donnent à ce type d'objet, quelle relation les utilisateurs développent avec ce type d'objet, comment le considèrent-ils. Et puis il y a aussi la question de la vie privée qui nous a intéressés. Quelles questions est-ce qui soulèvent du point de vue de la vie privée pour les habitants, dans la mesure où ces systèmes collectent des données, on va dire, à caractère personnel. Alors d'un point de vue méthodologique, je vais passer très vite là-dessus. Hein. Cette étude repose à la fois sur des entretiens et puis sur des enregistrements vidéo d'interaction. Et c'est une étude qui a été réalisée sur à peu près 4 ans. Donc, parce qu'on s'est intéressé à l'appropriation dans le temps de ces systèmes. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de résultats, notamment concernant l'interaction, l'appropriation et la relation à l'objet. Alors, disons, concernant l'interaction, ce qui ressort de façon très très forte, c'est que l'interaction avec ce type d'assistant est loin d'être simple et intuitive. Il y avait l'idée qu'il suffisait en fait de pouvoir parler normalement avec ces systèmes pour pouvoir être compris. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Là aussi, ça montre les limites de l'intelligence artificielle, si vous voulez. Hein, dans la mesure où un apprentissage est quand même nécessaire, ne serait-ce que comment s'adresser à l'assistant, comment formuler les commandes, etc. Ce qu'on a pu aussi constater, c'est des difficultés d'ajustement des utilisateurs aux incapacités, aux capacités des assistants. C'est-à-dire que par moment, les utilisateurs en fait, ne comprenaient pas du tout pourquoi l'assistant ne fonctionnait pas très bien, notamment lorsqu'il s'agissait de réaliser telle ou telle commande. Ce que nous avions également constaté, là ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit à propos de l'explicabilité, c'est la question de l'opacité. C'est-à-dire que, notamment dans les situations de dysfonctionnement, les utilisateurs étaient complètement perdus. Ils ne savaient pas pourquoi le système ne fonctionnait pas très bien. Ce qu'on a pu aussi voir, c'est la tendance des utilisateurs à s'exprimer de façon naturelle, c'est-à-dire que, quand même, si vous voulez, ce type d'interaction vocale avec ce type de système, c'est la croyance qu'on peut parler naturellement. Mais en fait, en parlant naturellement, on va utiliser, on va dire, des façons de parler qui sont donc naturelles, mais qui vont poser des problèmes d'interaction avec le système. D'accord ? Ce qu'on a pu aussi constater, c'est la nécessité pour les utilisateurs de mettre en œuvre différents types d'actions pour traiter les difficultés rencontrées. Voilà en résumé ce qu'on peut dire sur, si vous voulez, l'interaction avec ce type
de dispositifs. Alors, je vais passer très rapidement sur des exemples d'analyse d'interaction. Par exemple, concernant la tendance des utilisateurs à s'exprimer de façon naturelle, eh bien, ce qu'on a pu voir, c'est que les utilisateurs avaient recours spontanément à des routines conversationnelles du type disfluence, répétition, ou du type utilisation, par exemple, d'indexicaux, des termes qui renvoient, disons, à des éléments de l'environnement, etc., que les systèmes, en tout cas qu'on avait étudiés, étaient incapables de traiter. Et c'est ça, en fait, ce que je voulais vous dire à propos de cette question disons, de la tendance des utilisateurs à s'exprimer de façon naturelle, dans la mesure où, justement, ça a entraîné des problèmes interactionnels. Ce qu'on a vu aussi, c'est la mise en œuvre de différents types de pratiques pour traiter les difficultés rencontrées. Par exemple, ici, vous voyez que, eh bien, un utilisateur qui essaye de trouver sur YouTube un musicien Katy Perry, ben, on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le système ne reconnaît pas du tout ce que lui dit l'utilisateur. Donc vous avez un phénomène de réduction ici, qui est qu'au départ, l'utilisateur dit une longue phrase, et puis le système ne comprend pas, et vous voyez, il finit par dire « go on to YouTube », ça ne marche pas, et puis il dit « YouTube ». Donc vous avez un phénomène ici de réduction. Donc vous voyez, l'interaction est loin d'être évidente. Alors, je vais passer très rapidement sur la question de l'appropriation et de la transformation des pratiques. Ce qu'on voit, c'est que l'utilisation se stabilise autour de quelques fonctions considérées comme les plus pratiques ou utiles. Par exemple, la musique, la météo, le contrôle domotique. On voit aussi le développement de routines, on voit des transformations additives avec l'utilisation du dispositif qui va s'ajouter à une pratique existante, par exemple l'écoute de la musique, transformation substitutive lorsque l'utilisation de l'assistant remplace une autre pratique, par exemple l'utilisation des interrupteurs pour commander les lumières, des transformations réintégratives lorsqu'une pratique abandonnée, qui avait été abandonnée, réintégrée dans le quotidien, par exemple l'écoute de la radio, on a vu cela, par exemple pour un utilisateur qui n'écoutait plus la radio, il est avec le système, il s'est remis à écouter la radio. Donc là, vous voyez, ça fait partie un petit peu des exemples de transformation des pratiques d'appropriation de ce type de dispositif. Alors, un autre point qui nous a semblé intéressant concerne la relation développée par les individus avec ce type de système. Alors, une des questions qui se pose, c'est est-ce que les objets dotés de caractéristiques humaines, par exemple la voix et la compréhension de la parole, occasionnent des relations humain-machine particulières? Par exemple, eh bien, l'attachement. Ça, c'est quelque chose, on va dire, qui a été discuté. Alors, ce que nous, on a pu constater, c'est que la relation à ce type de système est essentiellement instrumentale. L'assistant est considéré uniquement comme un équipement, dans la mesure où si vous voulez, la commande vocale est vue comme un gain de confort dans la vie quotidienne. On ne voit pas de relation de type attachement. Plus rarement, la relation est ludique. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire à partir de cette étude, c'est que les systèmes de dialogue font désormais partie du quotidien avec des usages très très variés. Ça, clairement, on voit qu'il y a de plus en plus d'usages de ce type de système. Ils sont devenus beaucoup plus performants et l'interaction avec ces systèmes est loin de ressembler à des conversations naturelles par rapport aux promesses. Un autre point important, c'est que l'interaction avec ces systèmes crée des illusions de conversation naturelle. On n'a pas à faire de la conversation naturelle. On est loin d'une conversation en réalité naturelle, on est plutôt dans des formes hybrides, si vous voulez. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les utilisateurs mettent en place des routines conversationnelles ordinaires. Mais il se trouve qu'à un moment ou à un autre, dans leur conversation, ils ont besoin de s'ajuster au système, ce qui va nécessiter un important travail de leur part, un important travail de l'utilisateur, donc il doit s'ajuster au système avec souvent peu d'aide en cas de difficulté. La relation donc est essentiellement pratique et instrumentale, et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que ces systèmes donc, occasionnent des transformations des activités. Alors,
je pourrais développer beaucoup plus ce point-là, mais je vous en ai donné quelques exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément qui est important à prendre en compte dès lors qu'on met en place des systèmes dans des situations. Alors, pour terminer, si j'ai encore du temps, pour parler un petit peu de l'IA dans les situations de travail, alors je vais passer très vite. Je vous ai parlé des systèmes experts. Aujourd'hui, avec l'apprentissage automatique, il ne s'agit plus de modéliser l'expertise humaine à partir de l'extraction de connaissances. La modélisation s'effectue à partir de données. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de l'apprentissage automatique. Alors, si on laisse de côté la question de la substitution de l'homme par des machines, le remplacement généralisé, etc., et si on est plus dans la réalité d'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on cherche plutôt à faire avec de l'IA, c'est de développer des systèmes qui vont être complémentaires de l'humain. On parle aujourd'hui beaucoup de complémentarité d'humain-IA. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher à remplacer l'humain, mais à l'associer au système à base d'IA. Ce qui pose tout un tas de questions. Comment associer humain, système d'IA au travail, comment les faire travailler ensemble, quelle répartition des tâches, quel rôle de l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Alors, dans ce cadre de la complémentarité, aujourd'hui, on parle beaucoup d'augmentation de l'humain par l'IA, de coopération humain-IA, de symbiose humain-IA, encore de collaboration humain-IA, d'intelligence hybride, de partenariat humain-IA, de human AI teaming. Vous voyez, l'idée, c'est véritablement, au lieu de chercher à remplacer l'humain par des systèmes d'IA, c'est comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble. Alors, c'est des approches qui ne sont pas nouvelles, elles datent des années 60, comme vous pouvez le voir ici, avec des extraits d'articles dans lesquels on retrouve ces notions d'augmentation, de symbiose, de coopération, de couplage et de partenariat. Par ailleurs, il y a eu de nombreux travaux sur la coopération humain-machine dans les années 90 et 2000. Alors, il faut quand même être prudent sur ces notions de coopération, de collaboration ou encore de symbiose. Parce que, si vous voulez, avec ces notions, on est dans une perspective qui est mimétique. C'est une perspective de reproduction, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de développer des systèmes capables de coopérer comme un être humain, de collaborer comme un être humain. Or, les systèmes d'IA actuels sont loin de pouvoir faire cela, sont loin de pouvoir coopérer, collaborer comme un être humain. Les systèmes d'IA actuels ne disposent pas des capacités nécessaires à véritablement coopérer ou collaborer. Par ailleurs, il y a des risques, si vous voulez, avec l'utilisation de cette terminologie, c'est que ça peut susciter des décalages entre, si vous voulez, les attentes et les véritables capacités de ces systèmes, leurs capacités réelles, si vous voulez. On a pu le voir avec les assistants vocaux, par ailleurs. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de notions intéressantes pour penser la relation humain-machine, mais ce sont des notions qui restent quand même métaphoriques. Et le point central, c'est comment les systèmes peuvent soutenir, assister ou constituer une ressource pour les personnes dans leurs activités. Alors, il y a tout un tas de modèles de complémentarité qui sont proposés. Je ne vais pas détailler ce modèle-là, mais ce que je dirais en substance, c'est que là, l'idée, c'est en gros comment est-ce que l'IA et l'humain peuvent s'augmenter mutuellement. Donc, vous avez d'un côté Human Only Activities, ce sont les activités qui restent, on va dire, réalisables uniquement par l'humain, les activités qui, par exemple, impliquent de la créativité, et puis complètement à droite, ce sont, on va dire, les tâches dans lesquelles les systèmes d'IA excellent, sont performants, si vous voulez. Et au milieu, c'est plutôt les endroits où il peut y avoir justement
augmentation mutuelle. Par exemple, l'humain pourrait augmenter un système d'IA à travers l'entraînement du système, à travers l'explication de ce que fait le système, etc. Et puis l'IA peut amplifier, augmenter les capacités de l'être humain, disons par exemple du point de vue de ses capacités cognitives, ou du point de vue de l'interaction homme-machine, etc. Bon, c'est juste un exemple qui vous montre qu'aujourd'hui, il y a des réflexions autour de la manière dont on peut associer l'humain et l'IA et faire en sorte qu'ils, par exemple, ils s'augmentent, entre guillemets, mutuellement. Alors, il y a des exemples assez intéressants qui montrent justement comment est-ce que les performances dans tout un tas de domaines, par exemple dans le domaine médical, pourraient être améliorées lorsqu'on associe humain et IA. Par exemple, il y a eu une expérimentation qui a été réalisée, notamment pour l'identification de lésions cancéreuses, et en particulier pour le cancer du sein. Et ce qui a été constaté dans ce type d'études, c'est que, vous voyez, le taux d'erreur dans l'identification de ce type de lésion, eh bien, il baisse quand on combine humain et IA. L'humain est clairement plus performant, avec 3,4% d'erreur dans l'identification de ces lésions, mais lorsqu'on les associe, eh bien, on arrive à un taux d'erreur qui est beaucoup plus bas. Voilà, ça c'est un exemple d'association humain-IA qui permettrait d'obtenir de meilleures performances lorsque, disons, soit l'IA, soit c'est l'IA qui fonctionne seul, soit c'est l'humain qui réalise seul la tâche. Alors il y a un autre exemple aussi dans le domaine de la radiologie qui montre justement que quand on combine IA et, on va dire, humain, on obtient de meilleures performances, par exemple dans l'identification de maladies sur des clichés radiologiques. Bon, il y a tout un tas d'autres exemples, disons, de complémentarité, par exemple dans le domaine du design également. Alors, j'avance très vite pour terminer. À propos de l'explicabilité, donc pour ce qui concerne les situations de travail, la question qui se pose, c'est comment expliquer des décisions ou recommandations produites par un système d'IA. C'est ce que j'ai commencé à vous dire, en particulier dans les cas des modèles de boîte noire. Alors, il y a des études assez intéressantes qui montrent comment est-ce qu'on peut le faire. Cet exemple concerne la prédiction du risque d'hypoxie lors d'une opération chirurgicale. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en situation d'opération chirurgicale, les anesthésistes font très attention au risque d'hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. D'accord ? Donc, ils surveillent ce paramètre. Et donc là, ce qui a été fait, par exemple, c'est le développement d'un système à base d'IA qui permet d'avoir une prédiction sur ce que vous voyez, le chiffre 2,4, là, par exemple, qui donne un risque, c'est une probabilité. Et ce qui a été fait, si vous voulez, en termes d'explicabilité, c'est que a été ajouté des informations qui précisent à l'anesthésiste quels sont les paramètres qui ont été utilisés par le système pour arriver à ce résultat. Et ça a été une demande de la part des médecins. C'est les médecins qui l'ont demandé, qui ont demandé cette explication. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Alors, bon, il faut être quand même prudent avec ça, c'est que les techniques d'explicabilité des modèles boîte noire ne sont pas toujours fiables. Elles peuvent être trompeuses, donc il y a quand même prudence sur disons, ce qu'on peut obtenir en termes d'explication des boîtes noires. Ce qui a été aussi constaté, c'est des risques de confiance excessive. C'est ce qu'on appelle l'overtrust, c'est notamment lorsque le système suggère des recommandations inadaptées ou produit des résultats erronés. Donc, c'est loin d'être simple quand même, cette question de l'explicabilité. Voilà, et je terminerai par la question des aspects organisationnels à la conduite des transformations. Ces points sont souvent négligés dans les discours sur l'IA au travail. C'est-à-dire qu'on réfléchit peu en fait aux questions d'organisation du travail, c'est-à-dire quelle organisation du travail il faut mettre en place,
quelle démarche de conception, de conduite et transformation, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose de très très important. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est le développement de démarches de conception de l'IA centrée sur l'humain. L'idée, c'est vraiment mettre l'humain au centre de la conception, plutôt que de partir des capacités technologiques, mais plutôt de partir de l'humain, de ce dont il pourrait avoir besoin, par exemple, dans ses activités de travail. Voilà, et je vais passer directement à la conclusion. Donc, pour vous dire que l'IA aujourd'hui se diffuse progressivement dans la société sous différentes formes et constitue désormais un enjeu sociétal très important. Ce qui est clair, c'est que le déploiement et les usages des systèmes à base d'IA vont entraîner des transformations plus ou moins profondes des activités des organisations, très clairement. Il n'existe pas une IA, mais différentes applications de l'IA. Et ce déploiement des systèmes d'IA soulève de nombreuses questions qui sont relatives à l'interaction relation homme-machine, au travail et à l'automatisation, qui ne sont pas toutes nouvelles. Par ailleurs, la technologie n'est qu'un aspect, notamment pour ce qui concerne les situations de travail. Il y a également la dimension organisationnelle, il y a des questions de formation que je n'ai pas abordées ici, mais qui sont importantes, des questions de démarche, de conception et d'intégration des systèmes. Une bonne partie de ces questions ne sont pas nouvelles, mais on voit quand même de nouveaux enjeux. Il y a un nouvel enjeu, par exemple, qui concerne l'évolution de l'apprentissage à partir du moment où vous avez des systèmes dont les performances évoluent dans le temps. Qu'est-ce que ça va avoir, par exemple, comme conséquence en termes de répartition de tâches entre humains et machines? Il y a la question de l'interaction avec des systèmes anthropomorphes, en particulier dans les situations de travail, les questions éthiques que j'ai mentionnées. Alors tout ça, d'un point de vue ergonomique, constitue des opportunités, des terrains de recherche et d'intervention autour de la conception, du déploiement de ces systèmes à base d'IA, comme les chatbots, les cobots, etc. Et il me semble que les démarches actuelles de l'ergonomie en termes de conception, en particulier celles qui renvoient à la conception centrée utilisateur, restent pleinement pertinentes. D'accord ? Et on voit aujourd'hui apparaître tout un tas d'études ergonomiques sur les systèmes à base d'IA dans différents contextes. Alors là, je cite quelques travaux. Et ce sont des travaux qui, justement, donnent un éclairage sur les usages des systèmes d'IA, sur des éclairages concrets sur les usages des systèmes d'IA, et sur toutes les questions qu'ils posent en termes de conception et d'organisation du travail pour ce qui concerne les situations de travail. Et j'ai terminé. Merci. Merci. Et donc j'ai une question par rapport à ce que vous avez mentionné. C'est vrai que l'IA, c'est quelque chose qui commence à faire un peu peur dans les raisons que vous avez évoquées. Notamment, j'ai assez peur qu'on privilégie majoritairement la performance au détriment de l'explicabilité, comme vous avez pu mentionner, notamment au niveau obligatoire, parce qu'on a tendance à vouloir appliquer ce que peuvent faire les laboratoires, mais ça va vraiment être très coûteux temporairement, comme vous avez mentionné. Vous avez mentionné aussi Les quoi, pardon? Oui.
Alors, concernant la première question, effectivement, il y a des systèmes qui, d'une certaine façon, deviennent un peu autonomes dès lors qu'ils sont lâchés, comme vous le dites, sur Internet. Il y a eu le cas de T, je ne sais pas si vous vous souvenez de T, qui est un chatbot qui avait été développé par Microsoft, si je ne dis pas de bêtises, et qui était devenu raciste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au fil de ses interactions avec les utilisateurs, il a commencé à tenir des propos racistes. Donc, ce qui pose la question du contrôle de ce type de système. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut parler d'un apprentissage d'une certaine façon autonome. Mais de façon générale, pour une grande partie des systèmes d'IA, il faut préparer, il faut trouver les données, etc. Il faut trouver des données de qualité. Parce qu'au départ, on imagine que ça va être facile de concevoir un système d'IA, mais en réalité, cette question des données, elle est cruciale. Elle est vraiment cruciale. Il y a effectivement, comme vous le dites, des cas où vous pouvez avoir des systèmes qui fonctionnent un peu de façon autonome et qui posent donc la question du contrôle. Récemment, par exemple, il y a eu une expérimentation qui a été faite avec un chatbot. Au cours d'une interaction, alors c'était un chatbot qui devait donner des conseils médicaux aux personnes et qui, à un certain moment dans l'interaction, a conseillé à la personne de se suicider. Ce n'était pas du tout prévu, le scénario en termes de conception, mais vous voyez. Donc ça pose la question du contrôle du système, très clairement. Concernant la question sur l'éthique, c'est ça? Je trouve qu'il y a des éléments intéressants. Il y a des éléments intéressants dans le sens où, par exemple, l'accent est mis sur l'importance de l'autonomie de l'humain. L'accent est également mis sur la capacité ou l'importance du contrôle de l'IA, des systèmes d'IA par l'humain. Donc il y a quand même des éléments, moi, que je trouve plutôt positifs dans ces réflexions autour de l'éthique de l'IA. On parle aujourd'hui beaucoup de l'IA responsable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi des universités qui se dotent de principes éthiques pour le développement de l'IA. Donc c'est devenu une question vraiment centrale, comme je l'ai dit. Maintenant, est-ce que dans la réalité, ça va véritablement être pris en compte, etc. Ça, c'est une autre question. Voilà, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir répondre. Concernant la singularité, alors là, je ne sais pas ce que je peux vous dire là-dessus, ça reste quelque chose de spéculatif. Votre question, c'est est-ce que ça va se produire ou pas Ah, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que les commissions d'éthique et tous les débats qu'on a là, en fait, les réflexions qu'on a là, seront suffisantes avant ce moment-là, ou est-ce qu'en fait, les réflexions qu'on a là, elles vont arriver trop tard, parce qu'on aura déjà trop développé l'IA par rapport aux réflexions qu'on a là? Je ne sais pas ce que je pourrais vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que l'une des questions qui est actuellement traitée, c'est comment faire en sorte de contrôler les systèmes à base d'IA afin qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Par exemple, du genre, vous donnez un objectif à un système d'IA, d'accord?
Et le système d'IA va par exemple mobiliser n'importe quel moyen pour y arriver. Ça, c'est un scénario qui est actuellement pensé. En l'occurrence, par exemple, y compris, je ne sais pas, tuer des humains. Pour arriver à l'objectif, on lui définit l'objectif et il va chercher par tous les moyens possibles d'arriver à l'objectif. D'où la question, par exemple, de doter les systèmes à base d'IA de règles éthiques. Alors ça, ce n'est pas les règles éthiques qui encadrent on va dire, le développement de l'IA, comme je l'ai dit, mais c'est les règles éthiques qu'on pourrait mettre dans les robots, dans les systèmes d'IA. Peut-être que vous avez entendu parler de cette problématique concernant le véhicule autonome. Hein, la question de, je ne sais pas, par exemple, vous avez un véhicule autonome et à un moment donné, vous êtes passager, vous vous retrouvez dans une situation où soit vous foncez sur des personnes en situation de risque d'accident, soit vous foncez sur des personnes vous sauvez le passager, soit vous allez, je ne sais pas, dans un fossé et puis le passager il passe. Donc, dans ce cas-là, quel choix faire, hein, il y a un choix moral qui se pose. Il y a tout un tas de travaux autour de cette question. La singularité, est-ce qu'elle va se produire ou pas bon, ça, certains pensent que c'est plutôt un mythe. Il y a une controverse sur cette question. Oui, il y a un risque, c'est une véritable question qui est prise très au sérieux par les politiques aujourd'hui en France. Alors, je sais que la question est discutée. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place véritablement ça, je ne sais pas. Mais c'est un véritable enjeu, très, très clairement. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, de plus en plus de pays tentent justement de développer une stratégie IA propre. Et on voit aussi qu'il y a un effort du côté des Européens pour en développer une de façon commune, quoi, hein, qui ne concernerait pas uniquement chaque pays. Pas à ma connaissance. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui sont véritablement mises en place, ça, je ne sais pas. Oui. Il faut des bases de données qui sont énormes, il faut, a priori, au niveau apprentissage, utiliser des supercalculateurs, ou au moins des gros calculateurs. Et après, on utilise ça de manière de plus en plus vaste. Alors, qu'en est-il ? C'est une question qui se pose, effectivement. À savoir que l'apprentissage est consommateur de ressources énergétiques. Donc il y a tout un tas de travaux autour de cette question, comment par exemple faire en sorte de réduire l'apprentissage, hein, pour diminuer on va dire, la consommation énergétique liée à cette tâche. Pour donner
vous donner un exemple. Au sein d'Orange, cette question est prise très au sérieux. Il y a des réflexions qui sont menées sur justement on va dire les conséquences de l'utilisation de l'IA d'un point de vue environnemental, très clairement. Est-ce qu'il y a des travaux qui finalement se posent la question du dimensionnement de réseaux de neurones? Parce que le peu que j'ai lu, j'ai l'impression que finalement, effectivement, les performances passent, mais en fait, c'est en rajoutant effectivement des couches cachées Oui. avec un nombre de nœuds qui est phénoménal. Oui, complètement. On est passé dans 200 mètres d'ailleurs. Oui. Oui, il y a des études qui portent là-dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai effectivement vu des études qui portent spécifiquement sur cette question du dimensionnement des réseaux de neurones, pour ce qui concerne cette technique, en tout cas. Oui. Et comment on peut fabriquer ça sans savoir comment ça fonctionne après. Des choses très perturbantes, tu peux m'éclairer là-dessus. Ça ressemble à quoi physiquement un réseau de neurones? C'est basé où? Est-ce que c'est basé sur cible? Est-ce que c'est basé à distance? Par les GAFA. Et comment on peut fabriquer un outil dont on ne connaîtrait pas les mécanismes? Alors, un réseau de neurones, c'est principalement, c'est un programme informatique. Les neurones, il faut vraiment les voir comme des fonctions. C'est des fonctions mathématiques qui font des calculs. Et donc ça, c'est codé avec des langages divers, variés, on va dire. Et si il est si difficile de comprendre donc, le fonctionnement d'un réseau de neurones, en tout cas lorsqu'il produit un résultat, c'est parce que, comme on l'a dit, dès lors que tu multiplies le nombre de couches de neurones, tu vas avoir de plus en plus de paramètres. Et comme je l'ai dit, des millions et des millions et des millions de paramètres. Et l'idée, si vous voulez, c'est que le système lui-même va apprendre en ajustant les différents paramètres. C'est des millions et des millions de paramètres. Donc, saisir le fonctionnement de tout cela, c'est très, très, très difficile. Dès lors qu'on multiplie le nombre de paramètres, ça devient très, très, très complexe. Derrière le fonctionnement d'un réseau de neurones, en fait, c'est beaucoup de mathématiques, en fait, qui permettent de faire cet ajustement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se poser la question du contrôle quand simultanément les enjeux sont des foyers des capacités des couches, comme vous dites, qui vont finalement faire que, certes, la performance va être accélérée, optimisée, mais justement, la capacité de contrôle du système devient de plus en plus matérielle. Oui. C'est la grande question qui se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, avec ce type de système, on obtient de meilleures performances, meilleures que toutes les quasiment... après, c'est plus ou moins discuté, mais bon... que les autres techniques d'apprentissage, mais effectivement avec cette perte de capacité de compréhension de ce que fait le système et donc de contrôle d'une certaine façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette technique, les modèles de boîte noire, ne sont pas utilisés
dans des domaines à risque. Parce que, comme on ne les comprend pas encore suffisamment bien, on n'est pas capable de prouver qu'ils vont bien fonctionner, on n'est pas capable de définir leur domaine de fonctionnement. En termes de sûreté, c'est très très problématique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, bon, ce type de système n'est pas du tout déployé pour des domaines, dans des domaines à risque, je ne sais pas, du type l'aviation, etc. Ça reste plutôt circonscrit à des domaines où cette question de la sûreté ne se pose pas, se pose beaucoup moins. Mais encore une fois, sur ces questions d'explicabilité, il y a vraiment, c'est devenu tout un champ de recherche. C'est devenu central. Alors, l'intelligence artificielle, c'est juste une des pistes qu'il y a, mais on essaie de l'aborder aussi un petit peu sur les aspects collaboration. On parle des cobots, mais en fait, c'est beaucoup plus large, c'est des machines à degré d'autonomie, apprenant ou pas. Et pour le moment, c'est dans les phases de réflexion où on veut se muscler, s'armer, justement, à leur face ou pour, je ne sais pas comment choisir, maîtriser ça, le concept de la black box m'intéresse beaucoup. Parce qu'on pressent une vraie opportunité technique de progrès, mais aussi un vrai risque. Alors, tout à fait. un maître contrôle, c'est le terme qu'on veut, je ne sais pas si ce sera la donnée, le maître contrôle, du moins l'intelligence artificielle doit être maîtrisée par des logiciels encadrés, basés sur des règles, par exemple. C'est des pistes qu'on peut explorer dans l'aviation notamment. Voilà. Mais nous, c'est un vrai sujet dans les risques émergents. Complètement. C'est une opportunité pour nos techniciens, nos bureaux d'études, on vous parlait de technodéterminisme, c'est vrai que les approches très technocentrées. Bon, les réseaux de neurones, on en voit cet après-midi sur une belle machine apprenante par réseau de neurones, donc c'est vraiment du quotidien. Mais nous, sur les fonctions justement HSE, c'est-à-dire ergo et sécu, ça nous interroge. Plus prosaïquement, puisque je suis ergonome, c'est vrai que les relations, on essaie de réfléchir justement sur les relations de cette machine avec l'humain et avec son environnement, parce qu'on se rend compte que l'approche se fait par les types de relations dans ce triangle humain, environnement, machine. Donc voilà, on en est là dans le groupe Michelin, ça se développe très vite, ça va très vite. Tout à fait. Beaucoup accéléré. Tout à fait. Est-ce que il resterait une autre question? Oui. Juste une question par rapport au grand objectif de l'usage de la machine. Et aussi peut-être le développement d'une machine d'intelligence plus affective. Est-ce que c'est Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. dans les pensées présentées, vous avez rapidement abordé la question de la station. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres études qui pensent que la question de l'activité sur le plan affectif dans l'usage de la machine, c'est la première chose. Et d'abord, à l'inverse, est-ce qu'il y a des travaux qui portent sur une intelligence disons, plus affective dans son pilotage? Alors, il y a effectivement des travaux sur cet aspect dans le domaine de l'interaction homme-robot, sur cette question de la relation d'attachement. Dans quelle mesure, effectivement, un utilisateur va développer ce type de relation avec la machine, ce qui ne va pas sans poser tout un tas
question, dans la mesure où certains, en tout cas, identifient un risque d'isolement. Si par exemple on s'attache trop à un système, est-ce que ça ne va pas créer, une forme d'isolement, une diminution des interactions sociales, des interactions avec autrui, etc. Il y a même des roboticiens qui ont développé là aussi une sorte de charte éthique dans laquelle vous avez un principe qui dit qu'il faut éviter de développer des robots, des machines qui créeraient trop d'attachement. D'accord ? Parce que justement, c'est un risque, effectivement. C'est un risque lorsqu'en tout cas on développe des machines qui vont avoir des caractéristiques notamment anthropomorphes et qui pourraient favoriser justement l'attachement, d'autres relations de type affectif. Aujourd'hui, c'est une question effectivement qui est traitée dans les recherches sur les interactions avec des robots et des systèmes d'IA. Tout à fait. Je réfléchis en même temps. Alors, il y a des études qui ont montré le développement de ce type de relations, notamment au Japon. Vous savez, au Japon, la robotique a une place plus particulière par rapport, on va dire, au monde occidental. Ce qui a été observé, c'est des situations où des personnes développent une relation quasi spontanément, une relation d'attachement avec des robots. Voilà, donc ça peut être le résultat de l'appropriation du système. Alors, il y a plus largement, il y a tout un débat justement concernant la question du mimétisme. C'est-à-dire jusqu'à quel point doit-on aller dans la reproduction de caractéristiques humaines dans des systèmes d'IA ou dans des robots. Est-ce qu'on doit se donner une limite ou pas? Il y a des chercheurs qui vont plutôt, qui cherchent plutôt à développer des systèmes qui vont ressembler de plus en plus à l'être humain, voire même aller vers des robots qui seraient quasiment... C'est ce qui se passe au Japon, par exemple, qui ressembleraient aux humains, quoi. Ça pose tout un tas de questions, tout un tas de problèmes. Tandis que d'autres chercheurs défendent plutôt l'idée qu'il ne faut pas aller vers ça. Qu'on ne doit pas se situer dans une perspective de reproduction, on va dire, de caractéristiques humaines dans les robots, dans les systèmes à base d'IA. Ne serait-ce que parce que ça peut créer éventuellement, ça peut créer des confusions. Des confusions, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en interaction avec un chatbot et que vous ayez l'impression d'interagir avec un humain, vous voyez, c'est problématique. C'est problématique. C'est pour ça que certaines entreprises qui utilisent des chatbots, par exemple pour la relation de service, précisent qu'il s'agit d'un chatbot, que l'interaction est avec un automate, ce n'est pas un humain. D'accord ? Pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement. Et ça fait partie aussi de principes éthiques qui sont posés dans un certain nombre de chartes. C'est vraiment éviter cette confusion qui pourrait exister. Il y avait
je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une expérience qui avait été réalisée par, je crois que c'était par Google. Ils avaient testé un système de type chatbot. Donc vous aviez quelqu'un qui était en contact avec ce chatbot de façon vocale, par téléphone, et c'était, je crois, pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin. Et en fait, la personne donc, qui parlait à ce chatbot pensait qu'elle interagissait avec un humain réel, quoi. Ce qui est quand même problématique, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, à partir du moment où on va avoir des systèmes de